Le rédacteur nous dit, je ne veux pas savoir ce qu'on va te demander de faire. Je veux seulement mon papier. Et la personne que je devais interviewer était quelqu'un, je veux dire, qui aimait les femmes. Mais si vous arrivez à vous insulter, si ton patron a t'insulter comme au quartier, parce qu'on appelle ça au quartier, que tu es bête. La seule crainte que j'ai à travailler avec un homme, c'est le harcèlement. D'accord. C'est la seule chose. Il me dit, tu parles à qui comme ça? Je lui dis que maman, si tu m'enlèves de cette boîte, c'est petit, enlève-moi le souffle de vie. Là, j'aurais peur. Ça, je n'ai pas peur de ça. Bonjour et bienvenue sur The Realness Podcast, votre safe space pour les trentenaires et plus. Ici, on parle de tous les sujets qui nous concernent et ceux dont les gens ne veulent souvent pas parler au quotidien. Aujourd'hui, je reçois une camarade, une amie, une collègue, une confidente. Elle s'appelle Salma et elle a tellement de casquettes que je ne sais même plus comment la présenter. Bonjour Salma. Bonjour Inès. Bienvenue dans le canapé de The Realness Podcast. Merci, il est confortable quand même. Hein. J'adore, oui. Oh, je suis tellement contente de t'avoir parmi nous. Moi de même. Comment tu vas? Ah, disons bien, parce que je suis pas encore à l'hôpital. Si je vais à l'hôpital, je vais découvrir que j'ai quelque chose. Mais sinon, je vais bien. Ok. Je vais très bien. Le voyage a été? Oui. Oui, parce que certains ne savent pas qu'elle nous vient de Yaoundé. Le voyage a été, quand je pensais à toi, j'ai pas vu le trajet long, donc je suis là. Écoute, ça me touche tant. Tu sais. Alors, on est censé parler aujourd'hui de la santé mentale et la toxicité dans le milieu professionnel. Toutes les deux, c'est une expérience qu'on a connue, qu'on a partagée pratiquement au même moment. Et on s'était fait la promesse que un jour, on allait s'asseoir face au public pour en parler pour de vrai. Tu te sens prête? Oui, quand même, parce que ce n'était pas seulement l'épisode dont tu parles. Moi, on dirait que je les attire parce que c'est ça. Mais je suis là, parlons-en et peut-être on arrivera à guérir. Qui sait? Je l'espère en tout cas. Oui, moi aussi. Avant qu'on en arrive là, déjà, il faudrait peut-être que tu te présentes quand même aux gens. Moi, je te connais. Il y en a certainement qui te connaissent. Mais c'est qui Salma? Donc, Salma, c'est une Camerounaise qui s'est fait connaître au sein du magazine 100% Jeune et qui par la suite a rejoint la première cuvée de blogueurs pour RFI, Mondoblog. Salma, c'est communicatrice, journaliste, diplômée d'élastique. Salma, c'est une maman. Salma, c'est une employée. Salma, c'est, comment je vais dire, c'est une blogueuse. Elle fait partie aussi de ceux qui se sont assis pour créer l'association des blogueurs du Cameroun. Ah, c'est ça, Salma. S'il faut résumer ça, je dirais seulement ce petit-là, mais il y a d'autres casquettes aussi. Entre-temps, comédienne, entre-temps, voix off, entre-temps, oui. Tout ça. Mais c'est ça, beaucoup trop de casquettes. Oui. On peut pas les citer, oui. Mais sinon, Salma, c'est ça, c'est une Camerounaise. J'aime mon pays. Quelque tout. J'aime le football. Voilà. J'aime la bonne nourriture aussi. Et je sais préparer. Et tu aimes la booster aussi. Oui. Voilà. Alors, aussi loin que tu te souviennes, est-ce que la santé mentale a souvent été importante pour toi? Importante, oui, mais comme je ne savais pas que ça s'appelait santé mentale, c'était juste des signaux. À un moment donné, quand je rejoins une boîte, je ressens des signaux. C'est quelques années après que j'ai vraiment su que c'était ça la santé mentale. Mais sinon, oui, ça occupe toujours une place très importante pour moi. C'est même essentiel pour que je sois créative. Alors, tu en es à combien d'années d'ancienneté déjà dans ta carrière? Combien d'années d'ancienneté? J'ai commencé en 2001. 2001 quand même. Donc, je suis en 2025, ça fait pas 4 ans. Je suis pas jeune, j'ai commencé à travailler en étant au lycée. Oui, donc 2001, 2025, ça fait 24 ans. Mais est-ce que tu as toujours été dans les domaines de la communication, du journalisme et tout ça? Oui, j'étais reporter, après père éducatrice.
après rédactrice en chef, après secrétaire de rédaction. À Bamenda, j'étais responsable du desk francophone à la radio Évangélium. J'étais animatrice à Radio Hot Coco. Donc oui, j'ai beaucoup fait dans la communication, même dans la santé, comme j'aime la santé aussi. Donc ça aussi, j'ai toujours fait de la communication, peut-être un peu engagement communautaire. Alors, quand on évoque aujourd'hui la toxicité dans le monde du travail, quel est pour toi le plus ancien souvenir que tu aies qui soit lié justement à cette notion-là? Je ne sais pas quel est le plus ancien. Ce que je sais, c'est que il arrive dans certaines boîtes où je travaille, il arrive un moment où quand ton réveil sonne, tu te mets à maugréer. Ton corps est lourd, tu ne veux pas y aller. Et tu peux être bien chez toi, mais dès que tu arrives dans ton lieu de travail, c'est comme si tu te sens pas bien. C'est comme si tout t'énerve, c'est comme si tu as sommeil, c'est comme si tu es fatigué. Ça, je l'ai eu pour la première fois à la radio. Et je l'ai eu parce que au cours d'une conférence de rédaction, on a le rédacteur en chef qui nous a donné des papiers qu'on devait faire pour passer à l'édition des vacanciers. Et en pleine rédaction, le rédacteur nous dit, je ne veux pas savoir ce qu'on va te demander de faire. Je veux seulement mon papier. Et la personne que je devais interviewer était quelqu'un, je veux dire, qui aimait les femmes, pour de femmes et tout ça. Donc, c'est moi qui ai posé la question de savoir, et s'il arrive que pour avoir l'interview, on me demande telle chose. Le monsieur me dit, je ne veux pas savoir, tu m'emmènes mon papier. Je dis, peu importe qu'on te fasse des avances déplacées ou pour ce qu'il ne voulait pas dire, il a dit, peu importe ce qu'on t'a demandé, moi, ce que j'attends, c'est mon papier. J'ai dit, d'accord. Je suis rentrée ce soir-là chez moi, hein. Je n'ai pas fait, je suis pas passé à l'antenne, j'ai dit que je suis malade. Bon. Pour éviter les représailles. Pour éviter les représailles et pour comment on dit ça, réaliser où j'étais. Parce que j'ai été vraiment choquée que, oui, on vient pour un stage, mais aussi, s'il arrive que on fait face à une violence, ce n'est pas, le stage en lui-même ne compte plus, s'il arrive ce genre de choses. Donc, moi, je suis rentrée à la maison. Le lendemain, j'ai eu droit à comment on dit, la mise à pied. Une semaine, je ne faisais rien. Après, les semaines qui suivent, on m'a donné à faire les chiens écrasés. Et voilà. Ce qui est considéré chez les journalistes comme les faits divers. Oui. Et c'est l'une des tâches les plus ingrates. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te sens comme puni quand on te relaie à cette fonction-là? Je me sens plutôt libre. D'accord. Je me sens libre parce que ce que j'ai constaté après quelques années, c'est que j'ai le contact facile. Il était facile pour moi d'aller au marché, de demander à une maman, oui. Parce que c'est un peu ça, la formation de père éducatrice, c'est de mettre quelqu'un en confiance un peu. Donc là, c'était très facile pour moi. Dieu merci. Je n'ai jamais manqué quand il fallait faire les faits divers. J'étais toujours là, oui. Après le sport, voilà. Mais au sortir donc de cette altercation-là avec ton supérieur, il te restait quelque temps quand même dans la radio. Oui. Comment étaient les rapports entre vous? C'est lui qui m'a donné la mise à pied une semaine. Et après, il a causé avec son collègue qui était responsable de la culture et des faits divers. Et j'étais maintenant sous son collègue. Ok. Donc du coup, tu n'avais plus affaire à lui au quotidien. Donc quelque part, ça m'arrangeait. Ok. Il arrivait que je fasse 5 faits divers, je garde 4 et oui. Là, tu avais une certaine flexibilité. Oui, là c'était facile pour moi. Alors, quand tu évolues dans ta carrière par la suite, quelles autres expériences insolites tu as peut-être eues dans le monde du travail et qu'aujourd'hui, avec du recul, tu te dis, il y a peut-être eu des signaux d'alerte et tu n'as peut-être pas su interpréter ça à l'instant T. L'autre expérience que j'ai avec ça, c'est au sein d'une boîte où j'étais en charge de la communication. Et là, j'avais une directrice, celle qui dirigeait le projet où je travaillais. Moi, j'avais 2 collaborateurs proches et des collaborateurs externes. Donc, j'arrive un premier jour où la directrice me demande, Inès, c'est arrivé à quelle heure?
Comme ça, hein, je prends ton nom, ton prénom. Mhm. Inès est arrivée à quelle heure? Moi, je ne vois pas trop le rapport. Je dis, madame, je ne sais pas. Mhm. J'ai vu comment son air a changé. Elle me dit, tu ne sais pas comment. Ce jour-là, on est en train de préparer un événement dont j'ai pris pour excuse que je n'étais pas là au moment de la personne. Il se passe encore 2 semaines. Elle m'appelle. La deuxième fois, elle me pose encore la question. Calvin arrive à quelle heure? Toujours dans mon cœur, je me demande. Je dis, je n'ai aucune idée. Je vais même pas aller regarder dans le registre. Elle me dit, non, laisse. C'est pas grave. 3e fois, il m'appelle encore, peut-être 1 mois après. Vanessa est arrivée à quelle heure? Je t'ai déjà. Je lui dis, madame, avec tout le respect que je vous dois, j'ai signé ce travail, je suis venue pour travailler. Quand je sors de chez moi, c'est pour travailler. Et vous avez mis jusqu'à 3 niveaux de contrôle. Il y a le vigile à l'entrée. Il y a le registre où chacun se fait enregistrer. Il y a encore les empreintes pour accéder au bureau. Je pense que rien que sur la base des 3, vous pouvez savoir qui est arrivé à l'heure ou pas. Chacun a signé son contrat. Moi, je suis venue faire mon job. Je me concentre sur mon job. Comment tu peux dire ça? Ça veut dire que tu ne peux pas diriger. Je dis diriger. Quand je demande à mes collaborateurs de faire quelque chose et ils me disent que vous leur avez donné du travail, qu'est-ce que je dois faire? Je laisse, ils font le travail. Maintenant, sur la part des présences, madame, pour vous dire, je viens travailler, je ne viens pas suivre les gens. Chacun a guettant de chez lui, ça c'est qui vient chercher. Elle m'a dit, ok, ça veut dire que tu ne peux pas travailler. On ne me donnait plus du travail. On m'isolait, on envoyait les autres en mission. Moi, on me laissait là au bureau. Après, quand il fallait renouveler mon contrat, parce qu'il restait peut-être 3 mois, elle a dit qu'on ne renouvelle pas parce que par manque de performance. Ok. Et manque de performance, le jour où je reçois la lettre, moi je suis en train de passer au couloir, le directeur lui m'appelle dans son bureau, il dit qu'il vient de voir la lettre, qu'est-ce qui se passe? Il dit que moi je ne sais. Il dit non, est-ce qu'on m'a donné, parce quand vous n'avez pas une performance, il y a une période qu'on vous donne pour vous rattraper. On appelle parfois ça le PIP. 1 ou 2 mois pour vous rattraper et on énumère les points où vous devez vous améliorer. Il me demande si j'ai reçu cette période d'essai-là, je dis non. Il me dit, mais ce n'est pas normal, je vais voir. Je lui dis, monsieur, si vous pouvez voir, vous voyez, moi, c'est ce que je rentre chez moi. Ça, c'était la deuxième, ça, c'était une autre expérience. Mais autre chose aussi, c'était qu'au sein de cette boîte, la directrice n'aime pas vous voir. À son jour, elle m'a lancé que on ne vient pas au travail pour se faire des amis. Elle n'aime pas vous voir unis Oui. entre collaborateurs. Oui. Ok. Et elle m'a même sorti mes photos de Facebook avec mes collègues. Je ne suis pas amie. Je ne suis pas amie avec. Depuis cette expérience, je ne suis pas amie avec mes collègues sur Facebook. Je ne suis pas amie avec les directeurs sur Facebook. Donc ça m'a un peu fait quelque chose parce que je me suis rendu compte que ça veut dire que c'est au sein de mes collègues que quelqu'un se charge de m'espionner et d'envoyer mes photos. Puisque avec elle, je n'étais pas amie sur Facebook. Non, c'était ça, cette expérience-là. Ok. Quand tu sors d'une expérience comme ça, parce que tu dis au final, ils n'ont pas renouvelé ton contrat, donc ça veut dire le contrat s'achève, tu vas jusqu'à la fin du contrat. Oui. Le contrat s'achève, C'était 1 an renouvelable. Oui. Tu dois chercher donc un nouveau contrat parce que toi et moi on travaille sensiblement de la même façon. On passe de contrat en contrat. Mais quelle est l'attitude que tu adoptes au sortir de là? Parce que moi, j'imagine un peu psychologiquement, quand tu sais que tu termines ta période d'essai et qu'on te fait savoir clairement que il n'y aura pas de renouvellement, tu es à 3 mois en balancement comme ça, où tu sais que tu ne vas pas rester après les 3 mois, mais tu es dans la maison et on te met mal à l'aise. Comment ça se passe? Comment tu vis ça? Parce que il faut être fort pour pouvoir gérer cette période-là. Tu veux dire la période après, quand on me renouvelle mon contrat? Oui. Pendant. Déjà pendant le contrat. Bon, ma période de ça, je l'avais passée. Ok.
Un peu les 3 mois d'essai, ça, je l'avais passé. J'étais dans les 1 an déjà. D'accord. Donc, on devait renouveler la deuxième année. D'accord. Ok, c'est ça que je n'avais pas bien compris. Maintenant, après ça, c'est, comment je vais dire ça? J'ai été choquée la première fois. La première fois, c'était cette période-là, j'ai été choquée, je ne voulais plus rien faire. Je suis restée chez moi pendant 1 mois. Je voulais pas chercher de travail, je ne voulais plus travailler pour quelqu'un, je suis restée tranquille. Je suis même voyagée pour aller quelque part un peu parce que, je me sentais trahie aussi quand même parce que il y avait beaucoup d'injustices dans la boîte et il y avait des collègues que j'estimais. Par exemple, tu as une collègue, elle doit aller sur le terrain, elle doit vendre une marchandise, elle a 1 semaine de per diem et on coupe son per diem par rapport à la marchandise qu'elle doit vendre. Donc, elle le vend ou pas. Ils ont déjà récupéré l'argent. Donc, moi, j'avais une collègue comme ça, 1 ou 2 collègues comme ça, pour qui j'ai pris les devants pour dire que c'était pas normal, etc. Mais si je te dis, quand on a connu mon contrat, ça m'a rien fait. C'est l'attitude des personnes qui m'a choquée. Même pas de bonjour, même pas de comment tu vas, parce que j'aime pas tellement le truc de dépanner ou bien de te donner l'argent qui est le problème, c'est de t'appeler, de demander comment tu vas, Inès, est-ce que ça va? Je n'ai pas eu ça. J'ai fait 1 semaine hors de la vie, je suis revenue. Mais si je voyais l'un d'eux, pendant cette période-là, elle est en prison. Parce que j'étais... Tu en avais juste... Oui. Oh. Après, je suis revenue, je me suis reposée. J'ai encore recommencé à postuler ailleurs. Ça ne donnait pas. Après, j'ai eu un ami qui ouvrait son journal. J'ai rejoint son journal. On essayait tant bien que mal de le faire décoller. Oui, après, j'ai rejoint d'autres boîtes après ça. Peut-être 4 mois après. Mais ça veut dire que ça t'a quand même pris du recul avant de te dire, ok, je suis prête à repartir. Oui, parce que dans tout ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait de mal. Et au sorti de là, j'ai décidé de ne plus prendre la défense de quelqu'un. Tu as ton problème à l'entreprise, je te demande qu'est-ce que tu veux faire. Si tu dis, je dis vas-y. Je ne prenais plus le devant de quelqu'un, plus la défense de quelqu'un. Essayais au maximum de ne plus avoir une confrontation même avec les boss. Mais ça n'a pas tout arrangé les choses, parce que même quand je ne parle pas, même quand je fais pas la constatation, d'autres dirigeants voient ça comme de l'orgueil. Et bon, les 3 mois d'après, j'étais pas une hibernation. Je pense que j'étais en train de me demander qu'est-ce que je corrige, qu'est-ce que je vais plus jamais faire, quelle attitude je vais adopter, etc. Mais sinon, les prochaines boîtes où j'étais, j'arrivais, je saluais, je monte dans mon bureau. S'il y a une réunion hebdomadaire, on l'a fait. Je fais mon travail, je rentre chez moi. C'était ça les années qui suivaient. Bon. Vu que je te connais quand même depuis l'université et tout, tu as quand même une carrure assez imposante. Donc, de prime abord, quand tu arrives dans une pièce, ça ne passe pas inaperçu. Et je sais que même dans le contexte professionnel, quand on s'est retrouvé dans le contexte professionnel, c'est quelque chose qui marque. Les gens tout de suite savent qu'ils ne doivent pas jouer avec toi, vu ton aura, ton énergie et tout. Est-ce que quelque part, tu ne penses pas que ça a aussi une incidence sur la manière dont les employeurs peuvent gérer leur rapport avec quelqu'un comme toi? Bon, oui. Et ça fait peut-être 2 mois que j'ai causé avec un ancien collègue de la boîte qui m'a dit qu'il fallait qu'il parle avec moi. Parce qu'il m'a demandé pourquoi tu es parti de là, pourquoi tu es parti d'ici, pourquoi je lui ai dit que moi je ne sais pas. J'ai changé même mon attitude, le babat plus. Après il me dit que est-ce que tu sais quand même que il m'a dit ça imposante ou bien il m'a dit quoi, un truc comme ça là. J'ai dit imposante comment? Il dit oui, tu n'as pas encore remarqué que quand tu arrives quelque part, il y a les gens, c'est comme si tu es en train de commander, mais c'est l'énergie, en fait. Et tu n'as pas encore remarqué ça. Il dit, bon, il me dit oui. Il est tenté de m'expliquer, mais moi, je n'avais pas. Tu n'avais pas confiance? Oui. Je n'ai pas. Ah oui? Oui, je n'ai pas. C'est-à-dire, quand l'enthousiasme, non, mais sinon, l'enthousiasme, peut-être l'enthousiasme du nouveau job, les challenges me motivent. C'est pour ça que j'ai l'énergie. Mais je me rends pas compte, en fait, que c'est ça qui dérange les gens. Au-delà de ton énergie, je reviens seulement sur une autre dernière expérience.
En sachant que moi, je travaillais de Douala, toi, tu travaillais de Yaoundé. Et quand moi, je venais à Yaoundé, on se retrouvait en équipe. Écoute, la dynamique quand tu rentrais dans la pièce n'était jamais la même que quand tu n'y étais pas. Parce que les gens marchaient sur des œufs à côté de toi. C'est mieux. Je suis d'accord avec toi, c'est mieux. Oui. C'est mieux, surtout dans le monde professionnel, vu comment le monde professionnel est cruel et tout. Je préfère aujourd'hui, avec du recul, que mes collègues me craignent plutôt qu'ils se disent que, celle-là, on peut lui faire n'importe quoi. Mais toi, de prime abord, sans même que tu n'ouvres la bouche, c'est ce que tu imposes. Donc, je me dis, je peux comprendre que tu sois peut-être la tête à abattre quelque part, si tu veux. Oui, moi, j'ai compris. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais. Et j'ai ce problème quand je dois travailler avec beaucoup de femmes aussi. Parce que c'est... Ah, ok, avec les hommes, c'est femmes, moins. non. J'aime pas travailler avec les hommes. La seule crainte que j'ai à travailler avec un homme, c'est le harcèlement. D'accord. C'est la seule chose que je crains quand je travaille avec un homme. Mais sinon, c'est pragmatique. C'est l'apprentissage, c'est le dépassement. C'est tellement enrichissant. Il n'y a pas de quiproquo. Pourquoi tu as habillé à cette robe alors que je la veux, je n'ai pas pu la voir. Mais chez les femmes, on ne sait jamais quel est le problème. Tu ris, elle est fâchée, ça ne lui plaît pas. Elle te méprise, elle t'humilie, tu n'as pas l'air abattu, elle t'en veut. Et oui, c'est ça avec les femmes. Moi, j'ai beaucoup de problèmes quand la boîte est faite de femmes parce que oui, quelqu'un sort de chez elle, elle a les problèmes de couple, elle aimerait que tu lui parles d'une certaine manière. Autant tu ne vis pas avec elle. On est là pour faire le job, ça n'avance pas. Qu'il y a un problème. Et si c'est toi qui dirige, c'est sur toi qu'on tape. Parce que les gens ont l'impression que tu es derrière eux, parce que tu n'as rien à faire. Mais sinon, on a tous des comptes à rendre à quelqu'un. Donc, avec les filles, oui. Avec les filles, c'est ça. Est-ce que tu n'as jamais... Bon, tu as parlé de harcèlement. Est-ce que tu as déjà été victime de harcèlement? Non. Tu m'étonnes que tu n'as jamais été victime de harcèlement. Non. Bon, c'est pas parce que c'est un sujet dont on rit, mais c'est dans le sens de je te connais, ça m'étonnerait que tu puisses en être victime. Soit c'est lui qui va finir au sol, soit c'est... Non, bon, mais le jour où on faisait la séance de briefing avant le stage de première année, comment il s'appelle? Quand on était à l'université. Oui. Le professeur Dembi dit, ceux qui vont être harcelés là-bas, etc., machin, ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lève mon doigt. Le professeur Dembi me dit, oui, Salama te répond, mais toi, tu n'as pas les problèmes de harcèlement. J'ai dit, monsieur, voilà. Tu vois? Parce que c'est l'image que tu projettes. Mais oui, mais on ne sait jamais. Oui. On ne sait jamais, mais voilà ma crainte quand il travaille avec les hommes. Mais sinon, pour le reste, c'est peaceful, c'est très bien de travailler avec les garçons, on apprend. On parle moins des gens, on apprend. Oui. Non, c'est ça. Ok. Donc, plus le temps passe, plus tu prends de l'expérience. Et j'imagine que, enfin, moi, je définis les soucis qu'on a dans notre parcours professionnel comme des leçons qu'on tire. Et après, c'est un peu comme en amour. Au fur et à mesure, tu te renfermes sur toi et tu appréhendes les gens que tu rencontres dans le cadre professionnel. Je sais pas si ça fonctionne comme ça pour toi, mais pour moi, en tout cas, depuis que j'ai connu des renvois, des injustices au boulot, du sabotage. Oui, du sabotage, autant de choses. Quand j'arrive à un nouveau boulot, c'est comme des nouvelles barrières qui se construisent à chaque fois. Ça veut dire que si je dois commencer un nouveau boulot demain, moi là, c'est déjà genre, ok, je me prépare mentalement. Ça veut dire je vais aller au boulot. Bonjour, bonsoir, qu'est-ce que j'ai à faire? Et puis, je rentre chez moi, point barre. Je veux être l'ami de personne. Je ne veux pas que les gens rentrent dans mon intimité. Je ne veux pas... Il n'y a pas d'after work, il n'y a pas I don't want... Le seul problème, c'est que justement, par exemple, à l'étranger, au Canada, je n'allais jamais aux after work. Je n'en voyais pas l'utilité. Mais mon premier renvoi au Canada, c'est parce qu'on estimait que je ne socialisais pas assez. Oui. On me disait, ah non, tu nous donnes l'impression que tu n'es pas contente d'être ici. Oui. Et pourtant, j'avais de bons résultats. Oui, aussi. Tu vois. Donc, tu vois, quel que soit ce que tu décides, il y a toujours un petit critère que tu ne prends pas trop en compte, sur lequel les gens s'appuient un peu pour... Tout à fait. La plupart du temps, je pense, le boulot
où le renvoi ou le non-renouvellement d'un contrat ne fait pas la performance, je pense que c'est 20%. Ce n'est pas souvent la performance. C'est 20%. Oui. Oui. Mais, moi, j'ai dit, si on me renvoyait pas, je n'allais pas avoir de meilleures opportunités aussi. Parce que quelques années après, j'ai dit, oh, mais si j'étais encore là-bas, je n'allais pas avoir la rage pour postuler et être à ce niveau. Donc, c'est un bon et un mauvais côté. Mais c'est vraiment difficile. C'est ce que j'allais dire. Les premiers temps, je suis blessée. J'ai comment, après, n'empêche qu'il y a toujours quelqu'un, si je regarde, aujourd'hui, peut-être tu es sorti sans te maquiller, d'habitude, c'est comme une poupée, je vais quand même te demander. Donc, je m'attendris, quand je dis que tu me vois les 2 prochains mois, je suis comme ça là, que je vais plus jamais. Après, tu te calmes. Oui, c'est ma nature. C'est ma nature comme ça. Mais il y a les choses, je ne prends plus la défense de quelqu'un. Ça, c'est depuis que j'ai décidé ça, je le fais plus. Oui, il y a certains points sur lesquels je ne transige pas. Et même le fait de couvrir quelqu'un qui a fait du mal et la personne pas dit plutôt que c'est toi, ça, maintenant je suis les mails, tout ça là, moi je me couvre, etc. Mais sinon, humainement, c'est quand même difficile. Quand même difficile parce que, tu vois, j'allais dans une boîte, je t'ai dit, après t'es vu. Est-ce que je dois rentrer alors chez tu es obligé de revoir. Oui, tu es obligé de revoir cet aspect. Et quand je sors avec toi, il y a d'autres collègues qui vont pas aimer. Oui. Parce qu'ils m'ont invité plusieurs fois, je suis pas venue. Après, peut-être quelqu'un sur ton statut va voir comment se filme. Ça fait autre chose. C'est difficile. Oui. C'est difficile. Donc, en fait, tu te rends compte que dans le monde du travail, il y a tellement d'éléments à prendre en considération. Oui. Donc, des fois, on n'est même pas conscient, en fait. Et il y a encore nous qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est difficile. Tu ne sais jamais qui te suit. Il y a les gens qui ont les noms d'apprendre. Il est dans la boîte, tu ne sais même pas, mais qui te suit bien. Et qui rapporte tout. Parce qu'il y a les boîtes, il y a chaque leader dans les boîtes, ceux qui aiment le rapportage, ceux qui se basent sur la performance, ceux qui sont motivateurs, ceux qui sont carriéristes, etc. Ceux qui lèvent les bottes des boss. Non, je dis les leaders. C'est les leaders qui font ça. Un leader qui aime le Congo, ça, dans sa boîte, il aura quand même des pions, etc. Mais c'est le leader. C'est le leadership qui fait ça. J'avais pas vu la chose comme ça. Toi et moi, nos parcours professionnels sont un peu trop similaires. Ils ont été exaucés de plusieurs renvois ou résiliation de contrat. Cessation. Ton premier renvoi, est-ce que tu t'en rappelles? C'est celui que vous avez évoqué. Ok. Ok. De la directrice. Oui. Quand on a décidé de... Oui. Ok. Et là, ça t'a pris 1 mois pour souffler. Et décider de recommencer à postuler. Oui. Ok. Et quand tu recommences à postuler, tu vas à des entrevues. Du coup, quand on te demande quelle est la raison de l'arrêt du précédent contrat, qu'est-ce que tu dis? Je dis fin de projet. Ok. Fin de financement. Oui. Fin de projet, fin de financement. Oui. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a une certaine honte qui est assimilée au renvoi ou bien à la cessation d'un contrat? La honte, je pense que la honte, c'est par rapport à nos familles. Ok. Par rapport à ceux que nous avons en charge. Par rapport au voisinage qui nous voit sortir tous les jours, qui te voit là pendant un bon moment. La honte aussi, c'est... Depuis quelques années, quand même, la honte, c'est sur LinkedIn, quand même. Quand ça ne bouge pas, il y a pas une ligne que tu as ajoutée, tout ça. Les open to work et tout ça. Je pense que c'est ça, la honte. Oui. Mais est-ce que aujourd'hui, entre aujourd'hui et à cette époque-là, tu ne vis plus ça de la même manière? Non. Non. Parce qu'il y a aussi, il y a la cessation de contrat, il y a aussi la démission. Hein. Oui. J'ai démissionné aussi. Oui. Oui, j'ai démissionné aussi plusieurs fois. Et comme ça étonne les gens, qu'est-ce qu'on démissionne au Cameroun? Oh que si. On démissionne. Oui, on démissionne. D'ailleurs, parle-nous de ta première démission. Ma première démission, j'arrive dans un cabinet publie une offre pour une secrétaire particulière. Je vais sur Internet, je regarde quels sont les attributs des secrétaires particulières, etc. Je dis, ok, je postule, je pars à l'entrevue, on me prend. Maintenant, quand j'arrive, je ne sais pas. Tout est bizarre. Il y a une pièce où on dit que c'est seulement le boss qui entre là-bas. Tu vois un peu? Le bureau, les chaises sont un genre. Les chaises majestueuses, c'est les lui combien là, machin. Quand il arrive,
C'est à peine si on ne l'idolâtre pas. Bonsoir, monsieur, je regarde comme ça, il dit, hey, je suis haut comme ça. Je reste 2 jours. Toute la journée, il ne te donne rien. Il dit, le travail finit à 16h30. Toute la journée, de 8h à 15h, 15h30, tu n'as aucun travail. Il te demande de lire, de voir ce que tu peux proposer. Quel courrier est arrivé, tu entres ça dans le registre, etc. C'est qui est urgent, tu lui transmets. 16h, j'arrive dans le travail. Et c'est même pas un travail qui va finir même à 18h. C'est un travail de fouille. Tu n'étais pas là, on t'a pas briefé, on te dit que la personne qui était là avant toi est partie avec toi. Toute la première semaine, je supporte 18h, 19h. Quand tu es là, les gens ne savent pas aussi que ta nounou a une horaire. Et que si tu as dit, il a dit 16h30, moi il va dire à ma nounou 17h30 ou 18h. De 18h à l'heure qui est finie, mes enfants sont seuls. Parce qu'elle va supporter. On ne sait jamais ce qu'elle a, elle peut avoir un rendez-vous. Et là, tu n'es plus concentré parce que les enfants seuls, tu vas venir trouver ma télé à brûler, la bougie, les trucs, tout ça là. Donc, tu n'es même plus dans le travail que tu vas faire. La deuxième semaine, je demande au boss qui était la présidente personne à mon boulot. Il me dit, c'est une dame, elle est partie. Machin. Je lui dis, d'accord, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il me dit, elle est devenue folle. Il dit, avant celle-là, qu'est-ce que c'est? Elle dit que non, elle était maladive. Ça fait tchac, tchac. Il dit, d'accord. Ok. Après, quand je suis ces conversations un peu, c'est les choses un peu bizarres. On dit ça, c'est des conversations bizarres, où on te demande de ne pas parler, etc. Tu as les gens dans la boîte qui te forcent à sourire avec eux, qui veulent être tes amis, etc. Après, il me dit, la deuxième semaine, le mardi, il m'appelle au bureau, il me dit, où je suis sur un poste sensible, et là où je suis, je serai sur écoute. Toute ma famille sera sur écoute. Mes enfants aussi seront protégés, etc. J'ai dit, d'accord, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir que je ne sais pas? Il me dit, je vais découvrir. J'ai dit, d'accord. Mercredi, jeudi, vendredi, j'ai écrit ma lettre. Non, pas la lettre, c'est le mail. Je n'ai pas envoyé, hein. Je suis rentrée chez moi. Lundi, je ne parle pas. Mardi, je ne parle pas. Mercredi, il m'appelle. Il y a quoi? J'ai dit, je suis malade. Il dit, ah, tu as quoi? Donne une maladie. Là, je sais plus ce qu'il avait donné comme maladie, mais ça devait mettre du temps. La moto m'a brûlé ou quoi, je ne sais plus. D'accord, il m'a laissé la semaine là. La deuxième semaine, ça va? Il dit, oui, ça va, tu peux reprendre quand il dit jeudi. Jeudi arrive, je parle pas. Après, il m'appelle encore la semaine qui suivait. Il me dit, si c'est un problème de salaire, il faut me voir. Il dit, non, je n'en reviens pas. Je ne viens pas là-bas. Je dis, non, si c'est un problème de salaire, est-ce quelque chose qu'il a dit, non, monsieur. Je n'en reviens pas. Après, quand il a fait ça, il dit que, mais tu laisses comme ça, là, tu ne fais pas les transmissions des dossiers, tout ça, machin, ceci. Comme j'avais la boîte sur mon machin, j'ai fait le handover et j'ai envoyé mon mail. Il est resté la semaine là, il ne m'a pas, les 2 semaines qui suivent encore. Oh, il faut qu'on parle. Je dis non. Ouais. Il dit que non, je t'ai dit qu'il peut te payer, tu veux combien? Non, je suis pas revenue, ça c'était ma première démission. Ta première démission. Il y en a eu combien encore en total? 2, 3. Ok. Mais cette fois-là, est-ce que ça a toujours été les mêmes raisons? Non. Ok. Une fois, c'était salaire régulier. Ok. Et l'autre fois, c'était... comment je vais dire ça? C'était sabotage. Okay. Le genre de personne qui s'accapare tout votre travail. Et quand c'est les félicitations, elle prend. Quand c'est la patate chaude, elle transfère ça à quelqu'un. Oui. D'accord.
Avec toutes les expériences de travail bonnes, bon, tu as connu des expériences bonnes quand même aussi. Oui. Et même là, même où j'ai démissionné, même là où on a arrêté mon contrat, il y a toujours eu du bon. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais quelle que soit l'issue, c'est toujours une ligne de plus dans ton CV. C'est toujours une ligne de plus. C'est des gens par la suite que tu rencontres sur le terrain. C'est des gens qui rencontrent dans une autre boîte, etc. C'est le réseautage. C'est Oui, toujours ça. du réseautage. Oui, c'est toujours du réseautage. Bon, si on devait te demander aujourd'hui, quelle est la pire expérience que tu as connue dans le monde du travail? La pire expérience. Mon avant-dernier boulot. Ton avant-dernier boulot. Pour quelle raison? Je peux imaginer pour quelle raison, mais pour quelle raison de ton côté? Le mépris, je ne sais pas si on appelle ça le mépris. Ok. Parce que toutes les autres fois, je pense que même les personnes avec qui j'ai eu les associations de travail ou de contrat ont quand même gardé une certaine fierté, une certaine hauteur. Mais si vous arrivez à vous insulter, si ton patron a t'insulté comme au quartier, parce qu'on appelle ça le quartier, que tu es bête, ce genre de choses-là. Ça, c'est... Comment tu t'es senti quand ça t'est arrivé? Le truc même d'abord de tu es bête, c'est passé, la pilule, j'ai pris d'abord 3 jours avant de digérer ça. Après, c'est vouloir remettre tes compétences en question. Tu dis que tu as fait du plaidoyer, ça c'est quoi, machin, tout ça. Là, on n'apprécie jamais ton travail. La dernière chose, c'est quand je tombe malade. Et comme je tombe malade, pourquoi? Toujours à cause des injures. Le travail qu'on donne à quelqu'un, la personne fait la même chose que toi, on félicite plutôt la personne, toi, tu ne sais rien faire. Et je me suis levée, je me sentais pas bien, parce qu'il y avait une réunion le matin, là. On a commencé à... Ça de choses comme... Au quartier, même quand tu veux accuser quelqu'un, quand même, tu laisses la parole. Même à la justice, c'est comme ça. Oui. Même si tu es un condamné à mort, on te dit quand même si vous avez quelque chose à dire. Tu as le temps de parler? On n'avait rien dit. Inès, je me sens l'estomac, mal d'estomac. Je n'avais pas pris ma pause à cause de la réunion. Donc, quand je viens de déposer l'ordinateur, je sens le mal d'estomac. Je vais à la pharmacie. Pendant que je suis à la pharmacie, je reçois un message d'un collègue qui me dit, tu es où? La patronne te cherche. Je dis, tu dis que je me sens pas bien, je suis à la pharmacie, j'ai pris ma pause. Je suis à la pharmacie pour les remettre. Ok. Je vais lui dire, quand je finis à la pharmacie, je peux m'asseoir pour manger. Inès, ce que j'ai reçu comme message WhatsApp, je regrette pourquoi je n'ai pas screenshoté ça. Ce que j'ai reçu, j'ai pris, parce que mon mari ne travaille pas loin. J'ai pris mon taxi, je suis montré à mon mari que chaque fois je me plains, c'est comme s'il y a un autre problème. C'est pour le travail comme ça, là. J'ai montré ça. Mon mari me dit que, c'est quelle façon de, je dis que chaque fois que je me plains, tu dis que c'est moi qui ai le problème. Regarde comment quelqu'un me parle. Que tu es bête, tu es machin, incompétente. Regarde. Après, on envoie, ma collègue m'appelle maintenant, tu es où? Je dit qu'elle me sent pas bien sûr rentrer. Quand j'arrive à la maison, la patronne a effacé le message, WhatsApp. Après, je suis revenue le lendemain. Après, on me dit que non, si je suis malade, pour rester à la maison pour travailler, etc. Je travaille. Mais même jusqu'à là, quand je travaille, même, on prend ton travail, on sollicite quelqu'un d'autre, etc. Ça vide un peu à un moment. Ça vide un moment, on me dit que tu peux travailler de la maison, etc. Après, j'entends des rumeurs comme quoi, quand on te dit de travailler à la maison, c'est pour te mettre dehors. Je dis, ok, voyons voir. On dit, on va t'alléger les choses peu à peu, etc. On m'a donné un peu un schéma, là, je dis, d'accord. Je vois le 20, 21, 22. Le 23, j'appelle à RH, je lui dis, il y a un souci, pourquoi je suis à la maison, etc. Je vais aller demander. Je vais te revenir. Elle ne revient pas. Le lendemain, elle ne revient pas. Le 25, je l'appelle, je lui dis, bon.
Je t'ai appelé pour savoir, parce que tu es la personne ressource. Tu as dit que tu m'es revenu, tu n'es pas revenu. Je pense qu'on va arrêter ce mois. Ah, non, maman, mais voulait te dire que maman voulait arrêter la collaboration. J'ai dit que je n'ai pas fini de parler. Il dit qu'il faut qu'on arrête la collaboration. Merci pour l'opportunité. Mais je vois qu'il faut qu'on arrête. Ah, comme tu veux, machin, ceci, mais tu n'auras pas ton salaire si tu ne remets pas nos choses. Je dis, maman. Je suis jamais quitté avec 5 francs de quelque. Au contraire, les boîtes me doivent. Les boîtes me doivent. Parce qu'on devait virer, on n'a même pas viré. Je vais revenir avec. Puis noter les choses. Je suis allé remettre l'ordinateur et tout ça. On a retenu mon salaire. Après, quand j'ai remis, on a regardé sur le téléphone marche pendant 2 jours. On regarde si tu ne dois pas l'argent, si tu les perdièmes de voyage et tout ça. Il n'y a pas même pas bon voyage, maman. Non. Moi non plus, ne t'inquiète pas. Donc, voilà. C'est fini là. C'est fini là. Et après, un jour, on t'invite à une fête. Pour faire quoi? La même boîte. Oui. Pour faire quoi? J'étais avec vous, vous ne voulez pas me voir. Je viens faire quoi à la fête? J'aime la fête, hein, mais pas le genre là. Je n'y suis pas allée. Et c'est même à peine. Je pense que dans mon CV, il n'y a même pas ça. Il n'y a pas cette expérience-là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te prendre la tête avec des collègues ou bien tes supérieurs au boulot? Prendre la tête? Oui, avoir des incompréhensions, le ton monte, allant dans ce sens-là. Oui, les fois d'avant, oui. Les fois d'avant, la première cessation de contrat, oui. On a eu des éclats de voix. Parce que j'avais ma page, mon profil Facebook, et il y avait une coordonnatrice aussi du projet. Elle me trouve connectée à 22h. Elle me dit, au lieu de publier les bêtises sur ton profil Facebook, faut publier les choses de la boîte. Je lui dis bonsoir. Tu sais quand même que c'est mon profil ici. Vous n'avez pas le profil de la boîte. Elle a balancé ces choses qu'elle devait partager, elle est partie. Je n'ai pas partagé. Deuxième fois, elle me trouve à 23h. Publie ça. Je dis bonsoir encore. Elle est partie. La troisième fois, elle a fait ça, toujours vers 23h, je l'ai bloquée. J'arrive le lundi au bureau. Comme elle avait, je peux dire quoi, son préféré, il m'accoste à mon arrivée. Il me dit, oh, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait à la coordonnatrice, machin, ceci? Je dis, pourquoi? Elle t'a dit que j'ai fait quoi? Et que tu l'as bloqué, machin, ceci. Et elle dit que comme tu l'as bloqué là, tu vas voir. Je dis, pardon. Il me dit, comme tu vas bloquer, tu vas voir. Je dis, d'accord. C'est toi qu'elle a envoyé, tu veux. On finit la réunion hebdomadaire. Même pendant la réunion hebdomadaire, tu sens quand même que les propos, c'est pour toi, en fait. C'est comme à l'église, non? Il y a des fois, quand tu as fait quelque chose, tu as l'impression que le pasteur s'adresse seulement à toi. S'adresse à toi. Donc, laisse-moi tranquille, je note seulement. Après, quand les gens parlent, la réunion finie, elle me dit, est-ce que je peux te voir? Je dis oui. Ah, machin, il faut revoir ton attitude. Quand on est dans une boîte, machin, on doit respirer la boîte là. Machin, il dit, quand tu dis respirer la boîte, c'est quoi? Il dit que je t'ai envoyé les choses pour publier, machin, c'est ce que tu dois faire. C'était pour te monter les gens. C'est comme ça que on grandit dans une boîte. Je dis d'accord. C'est pour ça que tu as envoyé tel. Il me dit que je vais voir parce que j'étais bloquée. Il me dit que je n'ai envoyé personne. Je me suis seulement plaint que machin. Ça, c'est quoi, une subordination? C'est pas, oui. Moi, je suis comme ça. Quand elle a dit une subordination, en fait. Je lui ai dit que tu sais même ce qu'on appelle Facebook. Dans mon contrat, là, il est écrit quelque part que je dois faire quelque chose pour vous dans mon Facebook. Il me dit, c'est pas ça le problème. Quand ton supérieur te donne quelque chose, tu dois partager. Je dis, ah bon, à 23h, 22h, tu me donnes la connexion. Et tu vois même le ton. Est-ce que tu me salues? Je monte le message. Je dis, tu vois ça? Chaque fois que je m'étais dit bonsoir, tu ne me dis pas bonsoir, etc. En tout cas, je t'ai dit, on va voir ça, machin, ceci. Je dis que, tu ne me dis pas, on va voir ça. Elle me dit, tu parles à qui comme ça? Je lui dis que maman.
Si tu m'enlèves de cette boîte, c'est petit. Enlève-moi le souffle de vie. Là, j'aurais peur. Ça, je n'ai pas peur de ça. Et ne me menace pas. Ou je sais que j'ai raison. Oh. C'est ça, je dit, on a commencé à envoyer les gens en mission, on était là comme ça, je vais au bureau. C'est toujours comme une punition, en fait. Oui, l'isolation et tout ça là. Après, son préféré me dit que non, il fallait demander. Je dis, demander les excuses de quoi? Pourquoi? Que tu étais fautive. Ah, Que tu es fautive. avec quoi? Mon Facebook à 23h, à 22h. Non, je suis d'accord avec toi. Non. Mais je dis, quand elle dit tu vas voir, c'est dans le sens où on estime que c'est toi qui es en tort. Et En que... entreprise, on dit à quelqu'un, tu vas voir. Non, normalement. Donc, ça ne devrait pas. On doit pas arriver là. Est-ce que tu as déjà eu envie de porter plainte contre un employeur? Oui. Mais tu ne l'as jamais fait. Je n'ai jamais fait parce que le temps que ça met. Je n'ai pas la patience. Je n'ai pas la patience de faire les ping-pong et tout ça. À un moment, il veut dire, ça prend énormément de temps. Oui, beaucoup d'énergie, énergie, argent, patience aussi, parce que j'ai déjà porté plainte. Oui. J'ai porté plainte à un employeur. Et l'employeur allait payer la personne qui est en charge à l'inspection du travail. Ah, donc ça s'est arrêté là. Ce n'est pas aller plus loin que ça. Tu te verrais peut-être en train de parler des mauvaises expériences que tu as eues au boulot sur la toile, vu que tu es très présente sur la toile. Mauvaise expérience, ça j'ai envie de le partager sur LinkedIn par contre. Ok. Mais il faudrait que je fasse un tableau pour chaque sujet. Oui, ne mélange pas parce qu'il y a quand même beaucoup à dire de fond, c'est loin. Oui. Ok. Oui, je peux faire ça sur Facebook, je peux faire ça sur LinkedIn, je peux faire ça avec ceux qui viennent de commencer le travail. Et je peux aussi faire ça pour, comment tu dis, aspect de motivation aussi, non, pour les gens qui rêvent de travailler, etc. Oui, ça je peux le faire. Qu'est-ce que tu diras des cadets aujourd'hui qui rentrent dans le monde professionnel? S'il fallait leur donner des garde-fous, quel conseil tu leur donnerais pour qu'ils évitent éventuellement justement de subir la toxicité dans le monde du travail? Vas-y pour travailler, pour apprendre. Le milieu professionnel, ce n'est pas un milieu où on se fait des amis. Les amis, on se les fait bien avant, le milieu professionnel. De deux, il faut avoir des principes et ne pas les négocier. Moi, par contre, j'ai pour principe depuis que j'ai pour principe de ne jamais renvoyer quelqu'un, de ne jamais faire perdre le boulot à quelqu'un. Moi, c'est ça mon principe à moi, oui. Ce qui fait que la plupart du temps, je ne connais pas le Congo, je ne connais pas saboter. Moi, je pense, on peut tout parler. On peut parler, comme on dit, il y a le 100e jour. Moi, je te parle, etc. Mais toi-même, si tu continues, tu vas trouver quelqu'un d'autre qui ne sera pas aussi conscient que moi. Et voilà. Donc, c'est ce que je dirais. Je dis, il faut aller pour apprendre, il faut faire ce que tu aimes. Parce que beaucoup de personnes gardent certains métiers parce qu'ils sont là où ils ne devaient pas être. Ils sont là parce que la vie est difficile. Il faut faire ce que tu aimes. Et quand tu fais ce que tu aimes, c'est comme si tu ne travailles pas. Voilà. Il faut aussi éviter de se prostituer. Oh. Professionnellement, non? Se prostituer professionnellement, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ne pas faire, par exemple, le temps que tu dois faire. Il y a un temps d'apprentissage. Ok. Parce que si on voit 3 mois, 6 mois, 2 mois, 4 mois, il y a quand même un problème. Il faut être patient. Oui, patient. Apprendre ce que tu as à apprendre dans la boîte, faire le maximum, parce que dans la boîte, tout le monde n'est pas méchant. Le travail suivant, après la cessation de mon contrat, quand on m'a demandé si on peut contacter quelqu'un de mon ancienne boîte, il y a toujours des alliés quand même dans la boîte. Toujours. Toujours. Donc, il faut toujours chercher tes alliés. Et voilà. Aujourd'hui, quels sont les critères sur lesquels tu acceptes un contrat ou pas? Parce que je sais que tu te le permets déjà. Il y a des contrats qu'on peut te proposer et tu dis non, je ne vais pas aller travailler là-bas. Qu'est-ce qui fait en sorte que la balance penche pour le côté positif, que tu dises, ok, je peux travailler avec ces gens-là? Le premier critère, c'est le salaire.
Ok. Mais qui était pour moi intense, c'est le salaire. Je Mhm. ne veux pas sortir de chez moi, je ne veux pas acheter des Kinder à mes enfants. D'accord. Et même le montant qu'on me paye me motive. Mhm. Ouais. Quand on te paye bien, on peut t'appeler à n'importe quelle heure. Pour toi, payer bien, c'est combien? À partir de combien? 800. D'accord. 800 000. Mhm. Un autre critère encore, c'est... Les recruteurs regardent. C'est à partir de 800 000 que vous pouvez l'avoir. Un autre critère aussi... 800 000 par mois, c'est pas par an. Oui. Un autre critère aussi, c'est de toute autre tâche. Mais il faut pas exagérer. Ok. Oui. Mhm. Toute autre tâche. Après, tu dois aller acheter les beignets haricots. Non. Qui? Toute autre tâche, oui. Mhm. Aussi, même la façon dont l'offre est agencée. Tu sais, j'ai déjà vu des offres d'emploi de communicateur où tu es marketiste, tu es réceptionniste, Mhm. tu es... Tu es même secrétaire voilà. du De la directeur façon et même tout. dont l'offre est agencée, d'abord me dit si je suis avec vous. Et maintenant, l'autre chose aussi, c'est si je vois que c'est une famille, Mhm. et pas... Parce que je n'aurai jamais raison si c'est une famille qui a une entreprise. Donc, je pars, oui. Ce sont les critères. Quels sont tes non négociables quand tu rentres dans une boîte aujourd'hui? Non négociable, Mhm. Je peux te donner quelques-uns des miens. le respect. Ok, good. Quoi Le d'autre? respect. L'avancement. D'accord. Hmm. Selon tes performances. Selon les performances, selon le plan d'avancement des boîtes. D'accord. Mhm. Et harcèlement. Ok. Hmm. Oui, tu as parlé du harcèlement. Le harcèlement, et s'il y a aussi des lignes ouvertes pour les gens qui ont des problèmes, les gens du personnel qui ont des problèmes, où on peut dénoncer, etc. Oui. Mhm. Ça, oui. Ok. Tu n'as pas de souci, par exemple, avec le respect des horaires de travail, le fait que on mélange ta vie privée avec le boulot, ce genre de choses. Le respect des horaires de travail, moi, j'ai pas de problème de retard, hein. Mhm. Quand je prends un boulot, je sais comment T'organiser. oui, m'organiser pour être à l'heure. Mais, maintenant, c'est par exemple, si c'est répétitif. Si on ne te donne pas le travail durant la journée et que c'est à la fin de la journée qu'on te donne tout le travail, il y a quand même un problème. Mhm. Ok. Alors, au terme de notre discussion sur la toxicité, la santé mentale au boulot, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui estiment toujours, surtout dans notre contexte, hein, on est beaucoup dans la politique de sois reconnaissant si on te donne un boulot. Ce qui fait que quand tu te plains même d'un certain nombre de choses, on te dit, mais au moins tu as un boulot, on te paye, tu te plains. De quoi est-ce que tu te plains? Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Je leur dirais d'aller goûter. Pour aller goûter parce que, oui, en famille aussi, les membres de ma famille sont déjà habitués pour moi. Elle dit qu'elle ne sera pas, on dit qu'on sait. Mais il faut aller goûter parce que si vous pensez, ce que tu tolères, ce n'est pas ce que moi je tolère. Oui. Moi, je peux arriver dans une bonne la meilleure des boîtes, hein. Et par exemple, je vois comment le boss parle à celui qui fait le ménage. Ça va me... Ça te casse? Oui, oui. Il y a des petits critères. Il y a des petits critères que je peux supporter et que je peux pas supporter. Il faut avoir le sens de l'adaptation. Et comme je disais, il faut pas perdre ses valeurs. Faut pas perdre ses valeurs. L'humain est au centre de tout. Oui, l'humain est au centre de tout et il faut que... C'est pas parce que il n'y a pas de travail au Cameroun que les patrons doivent se permettre de faire du n'importe quoi. Toi et moi, si on va à la friperie aujourd'hui, on saura qu'on a fréquenté. Hein. Si on va à la tomate aussi, oui. Donc, je sais pas, il y a des gens qui ont peur d'être... Moi, j'aime le terrain. Il y a des gens qui aiment le bureau climatisé. Donc, moi, je n'ai aucun problème à aller dans la rue. Oui, je m'adapte. Il faut s'adapter. Aujourd'hui, c'est comme ça. Après, c'est comme ça, c'est ça la vie. Sinon, ça sera pas passionnant. Sinon, ce sera pas passionnant, elle a dit. Donc, faites attention à votre santé mentale au boulot. N'ayez jamais peut-être peur d'aller voir des professionnels de la santé. Même comme chez nous, c'est tabou, hein. Oui. C'est tabou. Parler de psychologue et tout ça, c'est tabou, mais chacun sait.
n'ayez pas honte de le faire. Oui. Et si vous avez des avis sur notre discussion à Salma et à moi, n'hésitez pas à faire part de vos avis en utilisant le hashtag The Realness Podcast. Et suivez aussi Salamatou. Salma Excusez-moi. Amador. Salma Amador. Sur tous les réseaux Sur tous sociaux. les réseaux sociaux. Je suis là. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification, de commenter et de partager autour de vous. Surtout. Oui. Merci bien. Rendez-vous dans le prochain épisode. Thank you so much. Merci aussi.